Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Fin 2023, Bourges a été désignée capitale européenne de la culture pour l'année 2028. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui avec moi pour revenir sur ce qu'est une capitale européenne de la culture et plus particulièrement sur la candidature de Bourges. Donc avec moi ce matin, Christine Bousquet-Labourie, présidente de la Maison de l'Europe de Tours et professeure émérite en histoire médiévale à l'Université de Tours. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. On vous présente plus. Bonjour madame. Et j'ai également le très grand plaisir d'accueillir Louise Tournillon, coordinatrice générale de Bourges 2028, capitale européenne de la culture. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Madame Tournillon. Donc nous allons commencer sans plus attendre. On va peut-être commencer un peu avec vous, Christine. Dans un premier temps, pour savoir un petit peu, avoir un plus d'informations sur qu'est-ce que c'est qu'une capitale européenne de la culture, comment sont-elles arrivées, quand ont-elles été créées, comment ça s'est passé? D'accord. Alors, c'est une bonne question. Et d'abord, je voulais féliciter quand même notre responsable de Bourges 2028, parce que c'est félicitations d'avoir obtenu ce label. On est très, très contents pour vous. Et puis, c'est un peu un cocorico aussi de toute la région centre, on va le dire comme ça. Donc c'est très bien et bravo à vous. Alors les capitales culturelles européennes, d'abord c'est quelque chose qui n'allait pas de soi dans l'Union européenne, puisque la culture n'est pas un élément déterminant de l'Union européenne au départ. L'Union européenne, c'est d'abord l'économie, avant tout mouvement, l'économie, le social un peu aussi, mais la culture ne faisait pas partie des prérogatives, et il n'y a pas d'ailleurs vraiment une culture européenne, toujours. Donc on sait que c'était une idée qui aurait germé. Sans doute, c'est pour l'anecdote, on le dit comme ça, au début 1985, à la faveur d'un échange un peu informel entre la ministre grecque de la Culture, Mélina Mercouri, donc grand nom évidemment de grande artiste grecque que tout le monde connaît. C'est à elle qui est attachée la défense du Parthénon et la volonté de faire revenir, ce qui n'a pas été suivi des faits pour l'instant, les frises du Parthénon à Athènes. Mais donc Mélina Mercouri, qui est un grand nom de la culture, et Jacques Lang, qui était ministre de la culture en France. Donc c'est eux qui ont véritablement eu l'idée de désigner une ville par an pour accueillir des manifestations artistiques, des manifestations culturelles, mettre à l'honneur un patrimoine, alors un patrimoine architectural, un patrimoine immatériel, ça peut être beaucoup de choses, et c'est comme ça que ça s'est créé. Donc le projet a été lancé en juin 1985, donc le projet de ville européenne de la culture pour une durée d'1 an. Voilà le point de départ. Et la première ville a été désignée dès 1985. Alors devinez qui a été la première ville? Athènes ? Athènes, bien sûr. Athènes a été la première ville, c'était logique, c'était sa ministre qui a défendu ce dossier, et Athènes a été la première ville lauréate. Ça a été d'ailleurs un événement extrêmement important pour Athènes, parce que Athènes il y a eu les Jeux Olympiques après, et c'est les deux événements, le capitale culturelle et Athènes, les Jeux Olympiques, qui ont véritablement dynamisé le ressort d'Athènes et qui ont fait d'Athènes ce qu'elle est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, quand on voit les encombrements ou quand on voit le trafic, quelquefois, qui est un peu délirant à Athènes. Donc voilà, donc c'est Athènes qui a été la première ville capitale européenne. Et alors le but, c'est bien sûr de changer tous les ans, et on est passé de l'idée d'une ville à l'idée de deux villes associées. Donc le but, c'était d'associer. On était en pleine période où l'Europe était en train de grandir. Il y avait des nouveaux entrants, enfin en tout cas des pays candidats. Il y avait des nouveaux entrants, et donc il y a toujours des nouveaux candidats. Donc le but, c'était d'associer un des vieux pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, et puis un nouvel entrant pour mettre en valeur deux villes qui travailleraient ensemble. Ça a été ça, plus une troisième ville qui était possible, une troisième ville dans un pays qui est candidat. Ce qui explique que, par exemple, Istanbul
a été capitale européenne de la culture parce que la Turquie était candidate. Et donc, ça a été un moment qui d'ailleurs n'a pas été une très grande réussite pour Istanbul cette année-là. Et Istanbul a été capitale européenne de la culture. Ils n'étaient pas très satisfaits de ce qui s'est passé. En fait, c'est passé un peu à la trappe. Et comment donc quel est le mode de désignation en fait? Comment les villes sont-elles désignées? C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet un peu obscur. C'est un sujet un peu obscur. Alors d'abord, il y a un appel à candidature dans chaque pays. On le fait 6 ans avant. Donc on appelle les villes qui sont intéressées vont remplir un dossier, un questionnaire dans les 10 mois qui suivent. Et elles vont être présélectionnées par un jury d'experts indépendants. Alors, on va demander tout à l'heure, je crois, à Madame Tournillon ce qu'elle sait sur ce jury d'experts indépendants. Qui sont ces experts? Je n'en sais rien. C'est bien le problème, d'ailleurs, à mon avis. On ne trouve pas l'information. On ne trouve pas l'information. Précise. Donc, est-ce que ce sont des experts autoproclamés, comme beaucoup d'experts? Est-ce que ce sont des experts administratifs, des experts artistiques? Justement, donc, Madame Voilà. Tournillon, est-ce que, comme vous avez été candidate, est-ce que vous connaissez les experts qui ont évalué votre dossier? Oui, absolument. En fait, on a été évalué par 12 experts de la culture européenne. Donc, c'est un jury composé de 10 membres européens et 2 membres désignés français par le ministère de la Culture. En fait, ils sont désignés de manière indépendante par la Commission européenne. Et donc, on a une vraie pluralité finalement d'experts. On a des gens qui ont déjà travaillé pour des capitales européennes de la culture, donc ils connaissent très bien le processus de candidature, mais aussi le processus de mise en œuvre, qui connaissent aussi les risques. Vous avez parlé d'Istanbul, d'une capitale qui n'est pas un succès aussi. On a des experts du monde culturel. Donc, nous, on avait un producteur de cinéma, des commissaires d'exposition. C'était le cas pour un des jurys français, Jean Deloisy. Et puis, l'autre membre français, c'était Anne Talino, qui a dirigé l'Institut français. Donc, voilà, on a vraiment des gens confirmés dans le monde culturel européen qui sont désignés de manière indépendante pour 3 ans. Par la Commission européenne. Donc, en 3 ans, il désigne environ 9 capitales européennes de la culture, parce que, comme vous l'avez dit, il y a 2 capitales européennes de la culture par an, plus souvent une 3e ville d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. D'accord. Bon, c'est un peu plus clair. Merci. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons des capitales européennes de la culture avec Christine Bousquet-Labouéry et Louise Tournillon de Bourges 2028. Donc Christine, nous continuons un petit peu sur le processus. Alors, une fois les villes donc sont jugées, les dossiers sont jugés, elles sont retenues et elles doivent à ce moment-là détailler les financements, les projets qu'elles vont avoir. Et puis après, on passe une présélection. Et elles sont choisies par le Conseil de l'Union, je crois, le Conseil de l'Union européenne, qui seul peut donner le titre de capitale européenne de la culture, après un avis du Parlement et la recommandation de la Commission. On retrouve toujours le triangle institutionnel, bien entendu. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est un système qui est un peu lourd, malgré tout, qui dure longtemps. Et Bourges a été sélectionné en décembre, je crois, 2023, oui, pour l'année 2028. Donc, Bourges a 4 ans, un peu moins de 4 ans, pour se préparer et donc monter en gamme, avoir des propositions et pouvoir mener à bien son programme. Alors, Christine, vous avez parlé tout à l'heure justement d'Athènes, donc qui a été la première capitale européenne de la culture. Vous avez évoqué que cela avait été un événement extrêmement important pour la ville d'Athènes. Quels sont justement les enjeux pour ces villes qui candidatent en tant que capitale européenne de la culture? Alors, les enjeux, ils sont... comme très souvent en Europe, sont toujours un peu les mêmes enjeux. C'est contribuer à mieux connaître et à mieux faire connaître le patrimoine européen, la culture européenne. Ça, c'est un élément central.
trouver dans ces capitales culturelles ce qui fait le lien entre les Européens. Et ça, c'est évidemment un élément important. Donc, c'est pour ça qu'il faut détailler de manière claire tous les programmes et compagnie. Il faut illustrer par la diversité de la culture, des cultures européennes, et je mets bien ça au pluriel parce que il y a des cultures européennes entre la Scandinavie et la Grèce. On n'est pas tout à fait dans le même monde. Il y a un certain nombre de différences. Donc, évidemment, c'est contribuer au rapprochement des peuples. C'est le b.a.-ba de l'Union européenne. Comme beaucoup d'autres programmes, et puis, d'ailleurs. Voilà, comme tous les programmes européens, bien entendu. Et puis, favoriser les rencontres entre des personnes, entre des villes, entre des habitants de villes, notamment des 2 capitales culturelles de l'année. Favoriser des rencontres, des moments de travail ensemble. Des échanges artistiques, puis des échanges tout court, parce qu'il faut monter les choses. Et puis, évidemment, bien entendu, le dernier élément, c'est renforcer la citoyenneté européenne. Et c'est évidemment un élément central, puisque c'est toujours quelque chose qui est à construire et qui ne se construit pas simplement avec les élections, mais qui se construit aussi avec ces capitales européennes de la culture. Et donc justement, je pense que vous avez un peu répondu aussi à la question, c'est la plus-value européenne, justement. Ces échanges, c'est tout ce renforcement de la citoyenneté. Je crois aussi que ça permet de... Alors, évidemment, quand c'est Athènes, quand c'est Dublin, quand c'est Florence, quand c'est Amsterdam, tout le monde connaît ces villes-là. Tous les Européens ont entendu parler d'Athènes et de Berlin, c'est évident. Maintenant, quand ce sont des villes plus petites... Ce ne sont pas toujours des capitales. Qui ne sont pas des capitales, qui ne sont pas forcément des capitales nationales, sans du tout vouloir dire qu'une ville comme Weimar ou Porto ou Graz ou Bourges sont des villes d'importance moins grande que Paris, Londres ou Marseille. Ça les fait connaître. Moi, je suis sûre que Bourges, capitale, quand les Français l'ont su, je suis pas sûre que tous les Français sachent situer parfaitement Bourges sur une carte de géographie de la France. Et là, ils vont savoir où c'est. Ils vont dire, ah oui, Bourges, ah tiens, il y a le Palais Jacques-Cœur à Bourges. Ils le savaient pas forcément. Ouais. Il y a des choses qui... Et c'est donc aussi important de rappeler que la culture n'est pas qu'une affaire de capitale nationale, mais que c'est une affaire aussi qui implique l'ensemble des acteurs d'un pays et de villes qui peuvent être des villes moyennes, de moyenne importance, ou des grandes villes, mais ça a autant de valeur que Amsterdam, Thessalonique ou Paris. Donc effectivement, ça permet de mettre vraiment en lumière finalement des plus petites villes et donc de leur permettre d'avoir une notoriété pendant 1 an. Oui, et puis d'être sur le devant de la scène. Il y a des villes, je suis sûre que, par exemple, Patras en Grèce. Alors ça n'a pas été. J'ai mal choisi mon exemple. Les habitants de Patras n'ont pas été très heureux de ça, mais Patras a été une capitale culturelle. Où est situé Patras ? Les gens ne savaient pas où était, ils ne savaient même pas que ça existait, les 3/4 d'entre eux. Chaque samedi, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Découvrez des entrepreneurs qui savent faire rimer croissance et bienveillance et vous feront aborder l'économie sous un angle nouveau. L'écho des solutions, c'est ce samedi à 14h et 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre sujet aujourd'hui sont les capitales européennes de la culture en compagnie de Christine Bousquet-Labourie et Louise Tournillon de Bourges 2028. Bourges a été désignée capitale européenne de la culture en décembre dernier pour 2028. Comment est née l'idée à Bourges de présenter sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture ? Alors déjà, la candidature de Bourges 2028, c'était une évidence, mais une évidence qu'il a fallu révéler pendant 3 ans de travail.
c'est aussi derrière des compétitions comme celle-là, il y a des élans politiques. Quand la municipalité actuelle est arrivée à la mairie de Bourges, c'était un projet de campagne aussi de porter Bourges comme candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Mais je dis une évidence parce que effectivement, Bourges a toujours eu la légitimité pour participer à une compétition d'envergure européenne. C'est aussi ce qu'il a fallu révéler par notre travail durant cette compétition aux habitants du territoire. C'est que avec une des premières maisons de la culture en France, avec le Printemps de Bourges, avec une des 7 écoles nationales supérieures d'art, Bourges a toujours fait de la culture une partie de son ADN, a toujours parié sur la culture pour construire un avenir commun. Donc évidemment, Bourges pouvait être candidate pour être capitale européenne de la culture. Ensuite, quand on a commencé à travailler sur la structuration du dossier, on s'est aussi rendu compte, et vous l'avez rappelé en expliquant l'opportunité du label, de la nécessité pour Bourges aussi d'être candidate capitale européenne de la culture, puisqu'on est aussi sur un territoire qui est assez enclavé. La région Centre-Val de Loire, c'est un territoire qui n'a pas de frontières avec l'Union européenne. Les villes petites et moyennes dans un État centralisateur comme la France souffrent depuis un certain nombre d'années d'un récit assez péjoratif. Voilà, on parle souvent, on ne parle plus, mais on a souvent parlé de diagonale du vide, qui est un mot particulièrement annihilant pour ces territoires. Et ensuite, voilà, oui, effectivement, c'est un récit péjoratif et c'est des endroits où le projet européen n'est pas forcément encore concret. Donc, devenir capitale européenne de la culture, c'est aussi, et sans prétention, contribuer à l'avenir du projet européen. Et je pense que les capitales européennes de la culture qui ont été désignées ces dernières années, c'est surtout des villes petites et moyennes. Je pense à Matera en Italie, dans les Pouilles, capitale européenne de la culture en 2019. Leeuwarden aux Pays-Bas en 2018, qui a gagné la compétition face à Maastricht, qui est une grande ville européenne aussi. Donc, l'idée de ce label, c'est aussi de contribuer au dialogue européen. Oui, comme Christine, effectivement, vous l'aviez évoqué, rapprocher et pas seulement les grosses villes, les grands territoires qui sont déjà, on va dire, qui font déjà des coopérations, qui sont souvent actifs, mais aussi des petits territoires, des territoires peut-être plus ruraux. Bourges, c'est quand même dans le Berry, effectivement, c'est un territoire rural autour de la ville. Donc, ça contribue effectivement à cet élan européen et à ancrer l'Europe sur le territoire. Oui, absolument. C'est en fait le label capitale européenne de la culture 2028, outre des grands événements pour l'année titre, c'est avant tout un grand projet de rencontre. Déjà de rencontre entre deux villes, entre trois villes. En 2028, on partage l'année titre avec Budweis en République tchèque et Skopje en Macédoine du Nord. Mais au-delà de ça, on le voit dès le début de la compétition, on part à la rencontre des autres capitales européennes de la culture. Il y a quelques jours, une partie de l'équipe est allée découvrir Tartu, capitale européenne de la culture 2024 en Estonie. En Estonie, oui, pardon. Bodø en Norvège et Bad Ischl en Autriche pour assister à leur cérémonie d'ouverture, puisque voilà, elles sont dans leur année titre. Et je pense que avant tout, oui, c'est cette contribution au dialogue européen, cette ouverture à l'Europe qui est importante. Et vous avez dit que c'était un label. Est-ce que ça vous apporte uniquement un label? Est-ce que vous avez aussi une aide financière ou bien une expertise peut-être de l'Union européenne qui contribue au projet? Alors oui, on est accompagné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été désigné en décembre 2023, on rentre aujourd'hui dans un processus d'évaluation qui est assez important avec le jury européen qui nous a désignés et avec la Commission européenne. Et en fonction de la qualité de notre programme artistique et de nos jalons de mise en œuvre, on peut se voir attribuer le prix Mélina Mercouri, donc qui représente une subvention d'1,5 million d'euros de l'Union européenne à la capitale
européenne de la culture. Mais au-delà de ça, on l'a bien vu avec Lille 2004, le label apporte, enfin c'est une retombée pour le territoire qui est absolument exceptionnelle. Et pas seulement des retombées en termes de diversité culturelle, mais aussi des retombées économiques. On cite souvent des exemples de capitales précédentes. Mons 2015 en Belgique, par exemple, c'est la création de 700 emplois. C'est 200 projets subventionnés pour des associations du territoire. C'est aussi des créations de restaurants, d'hôtels, pour accueillir aussi les visiteurs de l'année titre. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Nous sommes en compagnie de Christine Bousquet-Labourie et de Louise Tournillon pour parler des capitales européennes de la culture, dont Bourges a été désignée lauréate pour 2028. Louise Tournillon, quelle a été la stratégie de Bourges, de la ville de Bourges, pour justement essayer de gagner, de remporter d'être nommée lauréate en tant que ville capitale européenne de la culture? Quelle a été sa stratégie? Alors, bien que ce soit une ville qui porte le titre, donc c'est Bourges, qui est capitale européenne de la culture en 2028, sont des projets qui sont toujours portés à l'échelle régionale. Donc, très tôt, d'ailleurs, l'association Bourges 2028 a été co-créée par 4 collectivités partenaires, la ville de Bourges, l'agglomération Bourges Plus, le département du Cher et la région Centre-Val de Loire. Donc, dans la conception du projet et de son programme artistique, on a tout de suite dû étendre le champ des possibles, se tourner aussi vers la ruralité. On est une région qui est très proche de la nature, donc voilà, il fallait pas l'oublier dans la conception du programme artistique. Alors, ce qui est intéressant dans cette phase de candidature, c'est qu'on a prototypé plein de choses, parce que c'est pas simple d'associer un territoire aussi grand derrière un projet sur le long terme, puisque bien sûr on parle de 2028, mais aujourd'hui dans le cahier des charges de la Commission européenne, il est important de concevoir des projets qui sont pérennes. Donc, on a testé plusieurs choses, on a prototypé une manière d'engager le territoire derrière nous. Donc, on avait dans la phase de conception du programme artistique un comité artistique qui rassemblait les associations et les structures culturelles du territoire. On a aussi prototypé sur la participation citoyenne. On a créé un faux métro à Bourges. On a fait un petit clin d'œil parce qu'on était la seule ville moyenne en compétition, même dès le premier tour. Donc, on s'est dit, nous aussi, on va avoir un métro, mais il sentira bon, il tombera jamais en panne. C'est un faux métro artistique qui vise à révéler des lieux culturels, mais aussi des lieux du quotidien à Bourges. C'est un métro qui se fait à pied ou à vélo. Et ça, on l'a conçu à 100% avec les citoyens de Bourges. Donc, ils ont tout imaginé. Ils ont imaginé leur station de métro et puis ils se sont même essayés à la programmation culturelle de ces lieux. Donc ça, c'était assez chouette d'imaginer ce projet avec eux et ça leur a permis aussi de voir que la capitale européenne de la culture, c'est un projet qui se ferait en co-construction et ça nous a beaucoup servi aussi dans l'élaboration de notre dossier de candidature. Et puis après, dès la genèse de la candidature, on s'est dit que Bourges, finalement, c'est une ville moyenne en France, mais c'est 150 millions d'Européens qui aujourd'hui vivent dans des villes similaires à Bourges. Donc, comment on crée une dynamique, comment on montre à l'Europe que notre projet peut être un modèle aussi de la manière dont on fait de la culture dans ces villes à taille humaine. Donc, on s'est associé très tôt avec une quinzaine de villes en région, en France et en Europe. C'est un réseau qu'on a appelé la Matrice. Et donc, on a travaillé avec Angoulême, avec Avignon, qui ont aussi de grands festivals à l'instar de Bourges, et puis d'autres villes en Europe. Et voilà, on a testé plein de choses pour essayer de concevoir un projet qui, j'espère, est authentique et qui ressemble au territoire et surtout qui parle à l'Europe, puisque c'est aussi ce qui est important dans le cahier des charges, ça va dans les deux sens. C'est qu'est-ce que Bourges peut dire à l'Europe et qu'est-ce que l'Europe peut apporter à Bourges. Est-ce que vous pensez que justement cette stratégie que vous nous avez expliquée, est-ce que vous pensez que ça a pesé dans le choix des jurys pour
attribué ce label, parce que vous étiez quand même en compétition avec d'autres villes françaises, notamment qui étaient importantes. Il y avait Rouen, il y avait Clermont-Ferrand, je crois aussi, il me semble, et d'autres villes importantes. Donc, au second tour, on était 4, donc Rouen, Clermont-Ferrand et Montpellier, mais durant le premier tour, on était 9 villes françaises en compétition. Oui, je pense que ça a joué. Pour le second tour, on doit organiser une visite du jury dans les villes finalistes. Et ce qu'on a voulu montrer lors de cette visite, et on sait que ça a sûrement pesé dans l'obtention du titre, c'est la structuration de ce réseau d'habitants, d'associations. On a un tissu associatif à Bourges qui est extrêmement riche, et on a conçu notre visite autour d'eux, autour de ces projets un peu participatifs, prototypes. Et je pense que ça a beaucoup plu. Donc, quelles ont été un petit peu les étapes de cette candidature? On vous en avait déjà un petit peu parlé, mais l'équipe qui compose Bourges 2028, les événements autour de cette candidature, peut-être que vous avez pu aussi mettre en place? Oui, tout à fait. Alors, on a été une équipe très à taille humaine. On était une des plus petites équipes pour porter la candidature de Bourges, enfin, si je compare à nos concurrentes, bien sûr. Mais au-delà de ça, puisque dès le départ, on a aussi fait en sorte d'associer le territoire, les associations, voilà, c'était un effet qui était contrebalancé. Alors, concernant les étapes de la candidature, je ne vais pas revenir dessus, vous avez bien expliqué en début d'émission comment ça se déroulait. C'est vrai que c'est un processus qui est très long et surtout assez encadré et formaté. Il y a un premier tour et un second tour. Donc, lors du premier tour, on doit déposer un premier dossier de candidature d'une 60aine de pages qui est un questionnaire auquel on répond. Et ensuite, on a un oral de présentation devant le jury européen qui se déroule au ministère de la Culture. Puis si on est sélectionné pour le second tour, donc en finale, on doit déposer un second dossier de candidature d'une 100aine de pages, passer un second oral de présentation et surtout organiser la visite du jury sur place. Et donc au-delà de ce processus-là qui est long, qui se fait aussi souvent un peu à huis clos, puisque dans l'urgence, on n'a eu que 9 mois, par exemple, pour préparer le second tour, je veux dire. Donc c'est court. C'est court, on avance en courant, tout à fait. Mais au-delà de ça, on a essayé d'organiser plusieurs grandes étapes lors de notre phase de candidature. Par exemple, on a organisé 3 grands colloques européens sur les 3 axes qui structurent encore aujourd'hui notre dossier. Donc, un premier colloque sur la culture comme levier contre le changement climatique. Ça, c'est un des grands axes de la candidature de Bourges. On est allé très loin sur cette question-là. On s'est montré assez ambitieux et je pense que c'est aussi ce qui a plu au jury. Ensuite, on a fait un colloque sur le rôle de l'artiste dans la société européenne du 21e siècle. Notre grand projet d'héritage qu'on a présenté au jury, c'est créer à Bourges une cité européenne des artistes. On a eu l'autorisation de la Fondation Mélina Mercouri pour l'appeler d'ailleurs Cité européenne des artistes Mélina Mercouri. Donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble aux droits sociaux des artistes, la mobilité des artistes, la traduction. Donc on avait fait un colloque sur ce thème-là et enfin on a fait un colloque sur les villes à taille humaine en France et en Europe. Comment aujourd'hui ce sont des lieux d'innovation en termes de culture et comment on peut apprendre d'elles. Effectivement, très transversal. Superbe programme. Hein. Bravo, félicitations. En vous écoutant, on a envie d'être déjà en 2028. En 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui des capitales européennes de la culture avec Christine Bousquet-Labouéry et Louise Tournillon qui nous présentent la candidature de Bourges 2028, lauréate pour la capitale européenne de la culture en 2028. Donc, Madame Tournillon, je voulais vous demander un petit peu quelle sera votre stratégie de communication globale pour justement porter un peu cette candidature et cette réussite parce que vous n'êtes plus candidate, maintenant vous êtes capitale européenne de la culture 2028. Quelle sera votre stratégie globale au niveau de la région, de la France, peut-être de l'Europe aussi? Est-ce que vous y avez déjà pensé?
Alors, on est en pleine structuration sur ces questions-là. Je pense que on a beaucoup parlé de la phase de candidature, mais je pense que la phase de mise en œuvre, elle va être tout aussi passionnante, peut-être même plus enthousiasmante, puisque on était formaté en phase de candidature. On devait aller vite, on avait un cadre imposé. Aujourd'hui, je pense que le message qu'on veut faire passer, c'est bien sûr ce dossier de candidature gagnant. Ce fut notre ticket d'entrée pour être capitale européenne de la culture, mais on ne peut certainement pas résumer Bourges 2028 en 100 pages et certainement pas résumer tout notre territoire en 100 pages. Donc, pendant ces 4 ans, il va y avoir aussi beaucoup de co-construction, de participation, d'engagement. On veut rassembler toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans la capitale européenne de la culture, parce qu'avant tout, ce qu'on recherche, c'est un projet pour tous. Et on va essayer de le développer avec les associations, les structures culturelles, les habitants du territoire. En termes de stratégie de communication, on s'inspire aussi des capitales européennes de la culture actuelles et puis à venir. Ce qui est important de comprendre, en tout cas ce qu'on a vu à Tartu, à Badischel et à Bodø, c'est que Bourges 2028, ce sera l'événement principal en France en 2028. Les cérémonies d'ouverture, ce sont des grands événements qui sont, par exemple, c'est la reine de Norvège qui a ouvert la cérémonie d'ouverture à Bodø en 2024. Donc, c'est certainement l'événement le plus important que la région et la ville aura à organiser. Donc, tout ça, il faut s'y préparer, il faut se structurer. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on a déjà un temps 1 de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. On a prévu le 16 mars 2024 de réunir à la Maison de la Culture toute personne intéressée pour présenter notre programme artistique et justement expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant 4 ans et essayer de réunir, comme je le disais, toutes les bonnes volontés. Donc ce sera le 1er mars prochain, c'est ça? Le 16 mars. Le 16 mars, pardon, excusez-moi, j'ai mal entendu. Le 16 mars prochain, donc bon entendeur, pour les personnes qui veulent se rendre à Bourges pour connaître ce programme culturel. Donc programme culturel qui n'est peut-être pas encore complètement arrêté. Vous avez peut-être déjà des grandes idées, des artistes invités, mais il est encore peut-être en construction. Alors, notre dossier de candidature gagnant est disponible sur notre site internet. Ce qu'on a dû développer devant le jury européen, c'est une 60aine de grands projets. Après, les capitales européennes de la culture en année type, c'est environ entre 1000 et 2000 événements, projets développés. La Cité européenne des artistes, ce sera aussi notre instance qui va développer des appels à projets, dont 50% seront à l'intention des artistes et structures culturelles locales, donc entendu à l'échelle de la région. Donc, il y a ces 60 projets, bien sûr, grands projets à développer, et il y a de la place pour de la spontanéité, ou en tout cas de la création, puisque on a aussi prévu, grâce à des appels à projets, de financer ou d'aider à développer d'autres projets annexes Capitale européenne de la culture 2028. Donc tout ça, ce seront donc des choses qui arriveront au cours des années. Appel à propositions spécifiques culture, appel à propositions peut-être projets annexes à côté avec des acteurs de la vie locale ou régionale, c'est ce que j'ai compris, qui arriveront tout au long des 4 ans à venir. Voilà, tout à fait. Et par rapport, donc vous nous avez dit tout à l'heure que l'Union européenne, la Commission européenne, attendait que les projets aussi soient pérennes. C'est effectivement important pour les candidatures et pour lorsqu'on dépose sa candidature. Quelles sont vos idées pour rendre les projets que vous allez mettre en place pérennes pour le territoire, pour les citoyens? Je pense qu'il faut déjà étudier les besoins
Et la Cité européenne des artistes, par exemple, qui est notre projet d'héritage, c'était aussi, aujourd'hui, il y a énormément de réflexions à l'échelle de l'Union européenne, au Parlement européen, sur un statut européen de l'artiste. Donc, proposer une Cité européenne des artistes à Bourges, qui sera un pôle ressources, finalement, avec des services supports en termes de traduction, de droits sociaux des artistes, de mobilité internationale des artistes aussi, c'est finalement entamer une réflexion sur un statut européen de l'artiste, puisqu'aujourd'hui, il y a des disparités qui existent entre les différents pays de l'Union européenne. Après, on a conçu, la plupart de nos projets sont finalement conçus pour durer et pour rester au-delà du 31 décembre 2028. Là, immédiatement, je pense par exemple, on a un partenariat avec le Paris Mozart Orchestra, qui est un orchestre paritaire et engagé, dirigé par Claire Gibault, qui a décidé d'installer ses quartiers à Bourges et surtout d'installer ses quartiers dans une des ailes du centre hospitalier psychiatrique Georges Sand. Donc tout ce projet aussi santé et culture, c'est un projet pérenne. Il va y avoir un tiers-lieu du Paris Mozart Orchestra dans le centre hospitalier Georges Sand. On a prévu des projets dans les EHPAD, dans les écoles, et on espère que, au-delà des grandes expositions et des grands événements, puisque Bourges en 2028, ce sera une fête, mais on espère que voilà, la plupart des projets dureront dans le temps, sur 15, 10, 20 ans. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre sujet aujourd'hui sont les capitales européennes de la culture, avec notamment un focus sur Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Je voulais vous demander, Madame Tournion, est-ce que vous avez peut-être un projet phare aujourd'hui en particulier que vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui auprès de nos auditeurs? Oui, alors c'est difficile de choisir un projet Un ou deux, préféré parmi les 60 projets. Je les aime tous beaucoup. Mais puisqu'on parle particulièrement d'Europe ce matin, un projet qui me touche particulièrement, c'est un projet qui s'appelle Trans-Europe Culture. En fait, on est parti du postulat que Bourges est un territoire enclavé qui n'est pas forcément bien desservi. Et donc aujourd'hui, on a essayé de concevoir un programme artistique autour d'un projet de mobilité culturelle. Trans-Europe Culture, c'est une manière d'imaginer le nouveau grand tour européen, mais cette fois pas réservé uniquement aux aristocrates européens, mais un nouveau grand tour pour tout le monde. Et avec ce projet, c'est un projet autour des trains, donc il y aura des résidences, des événements culturels dans les trains. Mais ce qu'on essaye de dire aussi avant tout avec ce projet, c'est bien sûr que l'Europe puisse venir à Bourges. Et si ça prend du temps, dans ces cas-là, prenez vraiment le temps de venir. Faites de ce voyage une aventure. Donc l'idée, c'est quand vous partez d'Allemagne pour venir à Bourges, vous avez des tarifs avantageux pour une étape à Paris, voilà, une étape dans la capitale européenne de la culture allemande. Donc, on va concevoir un petit peu ces parcours culturels pour venir à Bourges en train et encourager une mobilité culturelle en adaptation au bouleversement climatique, mais c'est aussi proposer aux habitants du territoire d'aller à la rencontre de l'Europe. Donc ça va aussi dans les deux sens. On a conçu des espèces de lieux totems dans toute la région Centre-Val de Loire. On imagine créer des gares végétales, donc qui seront des œuvres monumentales végétales dans les gares. Donc voilà, tout ça pour inciter au voyage, pour inciter aussi à d'autres formes de mobilité. On ne va pas venir à Bourges en avion, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, et ce projet-là, oui, il me tient particulièrement à cœur parce que au cœur de cette idée, il y a le dialogue européen, il y a la rencontre, et c'est peut-être sur celui-ci que je me concentrerai. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on a vraiment envie de participer et d'être, pourquoi pas, des partenaires. Christine, je pense que vous voulez conclure. Oui, alors un petit mot. Je rappelle que la culture, c'est quand même un trait d'union extraordinaire en Europe.
L'histoire de l'Europe n'a pas toujours été facile. On a 20 siècles de guerre qui émaillent notre histoire. Et donc, la culture, c'est ce qui nous a permis sûrement de nous réconcilier. Il n'y a pas que l'économie qui a permis ça. Et quand on voit les chiffres de fréquentation des capitales culturelles, ils sont extraordinairement éloquents. Donc, il faut se réjouir de cet attrait pour l'histoire, le patrimoine, la création, la mise en valeur des patrimoines matériels, immatériels de l'Europe. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, puisque ces patrimoines, ça veut nous dire qui nous sommes, ça veut nous dire d'où nous venons, quels sont nos atouts, quelquefois oubliés, et dont vous parlez très bien pour Bourges. Et donc, je pense que c'est important de rappeler que beaucoup de villes candidates, certaines y renoncent, mais toute l'Europe s'y est mise. Et c'est peut-être ça qui, moi, qui met particulièrement mon attention en action, c'est de voir à quel point toute l'Europe s'y est mise. On a des candidatures de partout, de toute l'Europe, de grandes, de petites villes. Je pense qu'il faut remercier la ville de Bourges de tout l'effort qu'elle a fait, parce que c'est gigantesque. Tous les habitants de la ville de Bourges qui sont associés et qui ont permis à ce projet d'être réalisé. Et puis maintenant, on va compter les années pour venir vous voir, et on espère bien pouvoir travailler avec vous. On sera ravis de le faire, et la Maison de l'Europe est tout à fait prête à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je rappelle, le 16 mars, pour tout citoyen intéressé pour connaître la programmation donc artistique de Bourges 2028, peut se rendre à Bourges le 16 mars. Vous nous rappelez où, l'horaire ? À la Maison de la Culture. Alors, je n'ai pas encore l'horaire, mais ce sera disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Voilà, donc il faut rester branché sur Bourges 2028. Merci beaucoup Louise Tournillon, merci Christine. C'était l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. À très bientôt et merci encore. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.